L'important pour eux, c'est de faire des activités pour penser à autre chose. Des fois, on a besoin aussi de déconnecter. C'est bien de faire l'introspection, se dire qu'est-ce qui m'arrive, mais c'est bien aussi de tout couper et dire, OK, on continue. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Parole de bipolaire, le podcast autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on est en Thaïlande et on a beaucoup de chance d'avoir le bruit de la mer derrière nous avec Elena pour nous parler un petit peu des relations entre proches de personnes bipolaires et comment est-ce que c'est en fait de vivre et comment faire pour un peu aider ses proches qui sont atteints de bipolarité. Voilà, moi je m'appelle Clément, vous me connaissez, je suis le fondateur de Upstage et on accompagne les personnes bipolaires au quotidien. Et Elena, je suis ravi de t'avoir parmi nous et je te laisse te présenter du coup. Bonjour, je suis Elena, je suis franco-espagnole, voilà pourquoi j'ai mon accent. J'ai rencontré Clément dans mon voyage en Thaïlande et je vais vous raconter un peu mon expérience avec quelqu'un qui est très proche à moi, qui est diagnostiqué du trouble de la bipolarité. Déjà, peut-être nous expliquer un peu déjà comment est-ce que tu as découvert que ton ami était bipolaire et comment est-ce que tu as connu ça justement? Ça a été un diagnostic qui a été fait il y a vraiment pas très longtemps, il y a que quelques années. C'est une de mes copines les plus proches que j'ai rencontrée quand j'avais, je pense, 11 ans, au sud de l'Espagne. Elle n'est pas originaire de l'Espagne, mais elle est venue vivre ici. Et elle a été diagnostiquée, je pense qu'il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'elle a été diagnostiquée justement? Alors, avant d'être diagnostiquée, évidemment, on passe par plusieurs étapes dépressives. Donc, il y a quelque chose, déjà, on se rend compte qui cloche. J'ai déjà eu une expérience avec elle quand on était plus jeune, à l'époque universitaire. On avait déménagé à Madrid. On vivait dans un petit village en Espagne, donc on restait quand même assez proches. Et à Madrid, en fait, elle sortait avec quelqu'un. Et à cette époque-là, la relation, ça s'est pas bien passé. Donc, du coup, elle est tombée dans une grosse dépression. Bon, à cet âge-là, tu te dis, bon, c'est une dépression. Voilà, comme chagrin d'amour, c'est typique, quoi. C'est ce qu'on se dit au début. Mais c'était un peu plus fort de ce qu'on pensait. Donc, à cette époque-là, on était un petit peu séparés. Chacun faisait sa vie, mais on se voyait de temps en temps. Et un soir, en fait, elle m'appelle. Elle me dit qu'elle veut rester dormir chez moi. Donc, à cette époque-là, elle m'avait fait, tu vois, on était jeunes. Elle m'avait fait quelques fois le coup de on se voit et à la fin, elle n'arrivait pas. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas non plus l'attendre. Il était tard déjà, elle n'était pas venue. Et je l'ai écrit. Est-ce que tu viens dormir chez moi? Parce que, apparemment, t'es triste. Elle n'a pas répondu. Donc, j'ai pas vraiment fait attention, tu vois. À cette époque-là, on ne savait pas encore. Et quelques jours plus tard, un ami de sa famille m'appelle et me dit qu'en fait, elle était à l'hôpital. Elle avait fait une tentative de suicide. Donc, tu vois, à ce moment-là, tu te dis, waouh, première chose, j'étais pas là pour elle. J'ai pensé plus à moi, elle n'est pas venue, j'étais même fâchée avec elle, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il se passait un truc de grave. Comment tu l'as vécu? Le fait d'avoir compris après coup qu'elle a été hospitalisée, comment est-ce que toi tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, à cette époque-là, elle ne s'est pas encore fait diagnostiquer. D'accord. Donc, on a commencé entre nos amis à faire un peu le groupe de OK, il faut faire attention avec cette fille. D'accord. Il se passe un truc. Même tu vois, on se disait même, elle est faible. Tu vois, ça, c'est pas bien. Donc, il fallait l'aider. Et on a commencé à vraiment prendre soin d'elle, l'appeler souvent, être avec elle. Seulement qu'elle a déménagé, elle a redéménagé, elle a quitté le travail et tout, elle a redéménagé au sud de l'Espagne. Donc, moi, j'ai resté à Madrid. Donc, on se parlait de temps en temps, mais on s'est quand même éloigné. Et c'est à ce moment-là où elle a commencé à avoir un comportement très étrange. Un comportement un peu même plutôt agressif, avec des phases de dépression très fortes. Et des phases de joie, fête, très fortes aussi. Donc, elle a tout quitté. Elle est partie aussi dans une île de l'Espagne vivre. Donc là, on s'est vraiment éloigné complètement. On n'a pas eu de nouvelles pendant beaucoup de temps. Apparemment, elle était bien. Elle avait repris un petit boulot. À la base, elle avait un boulot très bien payé. Mais elle a tout quitté. Elle a repris un petit boulot. Et du coup, on s'est éloigné. Et ça s'est passé comme ça. Donc, plusieurs années après, elle est revenue à Madrid. Et c'est là où notre amitié a repris. À cette époque-là, elle sortait aussi avec une autre personne. Et il s'est passé quelque chose dans sa famille. En fait, pour donner un peu de contexte, cette fille-là, elle est originaire de Colombie.
Et sa mère, quand elle était petite, elle est partie en Espagne vivre. Elle devait gérer les papiers pour elle, pour les faire amener dans quelques mois, tu vois. Mais le temps s'est passé, 2, 3 ans se sont passés, donc les filles sont restées seules sans leur mère pendant quelques années. Jusque-là, pas de problème. Mais c'est en fait plusieurs années plus tard, quand sa mère vivait déjà en Espagne, elle a décidé de repartir en Colombie et ça a déclenché un trouble de l'abandon chez elle. Ça, parce que c'est toujours très compliqué. C'est elle qui te l'a dit? Comment ça s'est passé? Comment tu as su en fait? À l'époque, elle ne savait pas. D'accord. Ça, c'est une conversation qu'on a eue vraiment Plus un tard. soir entre nous, avec des bières, où on s'est tout raconté sur nos passés. D'accord. Et ça t'a fait du. Enfin, comment ça s'est déroulé? Ça t'a fait du bien? Ça lui a fait du bien? Parce que, en fait, alors moi-même, j'ai été diagnostiqué comme personne bipolaire. Les proches, c'est tellement important dans la gestion, en fait, de ma bipolarité, parce que notamment la parole, ça permet d'enlever vraiment un poids et surtout d'avoir des proches qui vont être en mesure de pouvoir me dire dans quelle phase je suis et surtout aussi m'aider dans les moments un peu compliqués, Oui. donc que ce soit dans une phase un peu plus haute ou un peu plus basse. Et justement, toi, cette conversation, tu l'as eue un peu plus tard, mais qu'est-ce qui a déclenché cette conversation et pourquoi est-ce que tu l'as eue? Parce que ça me semble hyper important, en fait. Alors, la conversation, déjà, c'est parce que quand tu reprends les relations des bonnes bases, et on a commencé à faire un peu le même style de vie, on était les deux à Madrid. Je pense qu'on avait besoin d'avoir nos racines parce que moi aussi, je viens de notre ville, on était seuls. Donc, je pense déjà le fait de se sentir rapproché comme une famille parce que les amitiés d'enfance, il y a toujours quelque chose qui se garde. C'est un peu comme une famille. Donc, je pense que c'est le moment où on a vraiment établi une relation forte. C'est là où les deux personnes se sont ouvertes. Moi avec mes problèmes, elle avec les siens. Et aussi, je pense que c'était le moment pour elle de pouvoir en parler parce qu'elle savait déjà qu'est-ce qu'elle avait eu, le diagnostic. C'est là où elle m'a raconté qu'elle a été médiquée, tout ce qu'elle faisait, des choses très mauvaises qu'elle a fait, et même la honte qu'elle a eue. Et en fait, il fallait seulement être là avec elle et l'écouter, et rester. Et comprendre aussi que des fois, si cette personne n'est pas disponible pour toi, accepter être toujours avec eux. Toujours, c'est ça l'important. Et justement, parce que tu me parlais un petit peu de ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu difficile, c'est que parfois, et c'est ce que tu me disais, elle a été un peu absente pendant un moment, sans donner de nouvelles, et ça peut parfois un peu briser des relations. Et toi, justement, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de reprendre et de renouer contact? Parce que moi, je l'ai déjà vu dans le passé, certaines relations que j'ai un peu perdues, notamment dans une phase dépressive, parce que j'arrêtais un peu de parler aux gens. Et il y a des relations fortes que j'ai gardées parce qu'elles sont hyper importantes, mais des relations un peu plus neuves, en fait, je les ai un peu perdues de vue. Et toi, qu'est-ce qui a fait justement que vous avez gardé ce lien fort et que même avec justement ces conversations, vous avez gardé cette amitié et justement cet échange? Je voudrais dire sur ce sujet que des fois, quand la personne s'éloigne, on ne sait pas forcément si elle s'éloigne parce qu'elle est dans une époque dépressive ou parce qu'elle veut faire la fête ou faire sa vie. Donc déjà, c'est comprendre ça. Elle, apparemment, elle avait une vie sociale, donc je ne me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit, ben, on s'éloignait, tu vois. Et c'est plus avec le temps maintenant que je sais qu'elle est diagnostiquée, on a créé un lien où si jamais je ne parle pas avec elle après plus de 2 semaines ou un mois, on va s'appeler. Si c'est pas moi, c'est elle. Et même entre la famille, on a créé un lien. Si jamais on n'arrive pas à la contacter, comme je suis à Madrid, je suis basée à Madrid près d'elle, il y a sa sœur qui m'appelle, est-ce que ça va? Et c'est pas seulement besoin d'aller appeler et dire ça va. Pas besoin d'aller, qu'est-ce qui est arrivé? Non, non, elle est bien. Et si elle a besoin de moi, je vais te voir, tu vois. Mais des fois, on n'a pas besoin d'en parler. Et c'est seulement le fait d'être là, présent, pour accompagner la personne. Mais c'est génial, enfin, c'est super que tu aies ce rôle de l'aider et tu as un peu, voilà, aller, une ressource un peu supplémentaire. Oui. Et sa famille et tout le monde peut, enfin, entre guillemets, c'est une relation de confiance. Et je trouve que c'est hyper important. Surtout lorsqu'on n'est pas dans la ville de sa famille. Alors, c'est pas bêtement à l'autre bout du monde comme la Colombie, mais
mais c'est quand même hyper important. Est-ce que justement, tu aurais des conseils à donner? Parce que en tant que personne bipolaire, c'est pas toujours facile de parler à ses amis et de leur dire, bon, ben voilà, moi, donc, j'ai une bipolarité. Mhm. Je vais avoir des moments où je vais être un petit peu en dépression. Comment est-ce que tu veux réagir et comment est-ce que je veux que tu réagisses? C'est-à-dire, moi, je me rappelle avoir eu cette conversation il y a quelques années où je disais à un pote, bon, sincèrement, si j'ai un moment où je te réponds pas trop pendant 3 semaines, le prends pas pour mal personnellement. Mhm. Sache que c'est peut-être que j'ai un peu d'anxiété, que je suis en dépression. Et en fait, surtout, il faut qu'on garde ce lien et t'inquiète pas. Oui. Est-ce que tu as eu un peu ce genre de conversation avec elle ou... Oui, on est arrivé, une fois qu'on a commencé à parler, on est arrivé vraiment au fond. Déjà, on est les deux très intéressés par la psychologie, donc ça aide. Déjà, il faut s'informer sur qu'est-ce que c'est. Il faut pas le prendre dans un contexte plus égocentrique de dire c'est moi qui souffre. Non, des fois, il faut oublier son côté personnel et s'intéresser à la personne vraiment. Même si elle t'a fait mal, ça peut arriver, il faut pas le prendre personnellement. C'est ça l'important. C'est facile à dire, c'est moins facile à mettre en pratique, mais surtout s'informer, c'est quelque chose de très courant d'avoir des problèmes. La psychologie, grâce à aujourd'hui, on avance vraiment là-dessus. Donc, c'est très important de s'informer. Si tu as quelqu'un qui est vraiment dans cette situation, d'essayer de comprendre pourquoi son cerveau se comporte comme il se comporte. Et déjà, cette première base va déjà t'aider à comprendre et accepter la situation. Et après, c'est être là, être présent. Et des fois, être présent, c'est seulement être là. C'est si facile à expliquer aussi. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Bien sûr, après, entre la théorie et la pratique, c'est très différent. Mais en tout cas, c'est ça, tu reviens quand même aux bases, qui est tu peux compter sur moi, de faire le point régulier, d'être un lien aussi avec sa famille lorsqu'il y a un doute, de pouvoir rassurer. Après, est-ce que toi, dans l'autre sens, est-ce que ça t'est arrivé justement de dire, là, j'ai plus trop de nouvelles, je sais pas trop ce qui se passe, je contacte par exemple sa sœur en lui disant, bon, il se passe peut-être quelque chose, peut-être qu'il faut que tu regardes de ton côté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? Oui, il y a quelques années, ça nous est arrivé et c'est ce que je disais avant. On a déjà un espèce de groupe et je suis comme le nucle parce que je suis à côté. La première chose qu'on fait, c'est on s'écrit entre nous tous. Tu as eu des nouvelles d'elle? Oui, non. Déjà, aller la voir directement chez elle, à la maison, la faire sortir, faire des activités. Et ouais, c'est plus ça. C'est seulement être en alerte. Si jamais il se passe quelque chose, d'être en alerte et prendre soin d'elle. Tu me parlais aussi d'autre chose, c'est que tu t'es renseigné un petit peu sur justement la bipolarité. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour te renseigner? Alors, c'est facile. Déjà, j'ai beaucoup demandé personnellement à elle qu'est-ce qu'elle ressentait, pourquoi elle réagissait comme ça. Donc, déjà, je me suis fait une idée de son expérience personnelle. Et ensuite, moi, je vais aussi en thérapie. Et je m'intéresse beaucoup sur les troubles psychologiques. Donc, je me suis renseignée sur Internet, Google, des fois des vidéos, des choses comme ça. J'ai pas des grosses connaissances, mais c'est plus pour comprendre. Ça t'a permis d'avoir les bases pour quand même voilà, comprendre les phases. Exact. Et puis de savoir que c'est une maladie, comment c'est diagnostiqué. Et justement, est-ce que tu aurais aimé avoir quelque chose en plus par rapport à ça ou est-ce que tu trouvais que c'était suffisant? Je pense qu'il manque encore des vrais renseignements, surtout sur le type de comportement plus concret, des exemples plus concrets de comment une personne bipolaire va se comporter. Des fois, c'est très différent la théorie de ce que tu vois. Après, c'est très facile aussi de confondre un trouble avec un autre ou une époque dépressive seulement avec quelque chose qui va au-delà de ça. Donc, plus d'informations concrètes sur chaque trouble, c'est sûr qu'on en parle. Et est-ce que tu sais justement quel type de bipolarité elle a? Je pense elle a dû me le dire, mais ça fait longtemps. Ouais, non, mais non, mais certaines personnes ne le savent même pas eux-mêmes parce que les psychiatres ne le communiquent pas. Mais en fait, assez rapidement, pour expliquer, il y a différents types de bipolarité. Tu as principalement deux types de bipolarité, même si on a d'autres. Bipolaire de type 1,
Ça veut dire qu'en fait, il y a des phases dépressives assez importantes et des phases maniaques Mhm. assez importantes qui entraînent parfois une hospitalisation, donc maniaque dans le haut. Alors que type 2, on va descendre à peu près aussi bas, mais par contre, on va monter beaucoup moins haut. Donc, quand on est dans des phases hautes, on appelle ça des phases hypomaniaques. Mhm. Et généralement, ça entraîne pas une hospitalisation. C'est une surexcitation, mais qui n'est pas aussi intense. En fait, c'est une petite phase maniaque. D'accord. Et c'est comme ça qu'on détermine les deux grands types de bipolarité. Après, il y en a d'autres, mais je n'en pourrai pas dans le détail aujourd'hui. Donc voilà pour bien resituer. Et je trouve que c'est intéressant de le savoir parce que un bipolaire de type 1, bah, on sait qu'il y a un risque dans les deux phases, alors qu'une personne bipolaire de type 2, a priori, il y a beaucoup plus de risques dans la phase basse que dans la phase haute, D'accord. notamment. Donc c'est intéressant et je trouve que c'est important pour la famille et les proches de le savoir. Est-ce que ça t'est arrivé justement d'en parler à ton ami, de lui dire ah ben là, je pense que tu es dans une phase haute, je pense que tu es dans une phase basse. Est-ce que tu as déjà eu ce type de conversation ou pas? Ou même elle qui te le dit ça... Alors, et, a priori, je sais qu'elle a eu deux grosses crises. La première, celle où elle s'était pas fait diagnostiquer. La deuxième qui était très très forte. Ça fait en fait des années où elle est très stable. D'accord. Évidemment, comme tout le monde, avec des petites phases un peu tristes, tristounettes. Mhm. Mais elle est très stable et surtout, elle est très consciente de ce qu'elle a. Donc, si jamais il se passe quelque chose qui ne va pas, elle sait, avant de rentrer dans le trou, Mhm. elle sait demander de l'aide. C'est ça le plus important, de savoir Et comment elle le réagir. fait généralement? Elle le fait avec toi, elle le fait avec d'autres personnes? Comment ça se passe? Alors, il y a deux manières. Déjà, de son côté à elle, personnellement, éviter de rentrer. Donc, éviter même de tomber dans des phases négatives. Donc, hygiène de vie, yoga, bon repos, une vie stable, pas trop de fêtes, un peu d'amitié quand même. Donc, déjà, avoir une vie stable. Donc, déjà, avec ça, on évite le risque d'aller plus loin. Bien sûr. Donc, depuis, elle est assez bien. Évidemment, bah, c'est pas toujours parfait pour personne. Donc, quand elle rentre dans une phase un peu plus tristounette, je le sens. Elle me le dit pas, mais je sens qu'il y a beaucoup plus de contact. Ok. Elle va beaucoup plus m'écrire. T'es Dans des où? phases On va se plutôt voir basses, du quand? coup. C'est dans les phases, oui, comme on le fait tous. On Ouais. est d'accord, on fait tout Alors, pas ça. obligatoirement, ça dépend des personnes. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, donc c'est plutôt dans une phase un peu basse où là, tu ressens quelque chose. Je ressens Et qu'elle est plus présente. Elle demande plus de l'attention de mon d'accord. côté, du côté de ses proches. Ah oui, c'est intéressant. Et toi, du coup, ça t'arrive de lui dire que tu ressens qu'elle est dans une phase un peu plus basse ou tu le fais pas spécialement? Non, on n'en parle plus trop du sujet de la bipolarité. D'accord. Pour nous, c'est dans une phase basse, j'ai un CD, et voilà. On essaye d'en parler comme normalement, on dirait. Tout Donc, simplement, en fait, ouais, de tout pas, simplement. de pas compliquer les choses. Exactement. Et si tu avais des conseils à donner pour les proches, ce serait quoi? Des personnes qui sont un peu... Alors là, c'est une relation amicale, mais si tu avais des petites choses à leur dire, tu leur dirais quoi? Pas le prendre pour soi, ma copine m'a laissé tomber, Mhm. je l'en veux. Mhm. Oui, évidemment, il faut comprendre, on est fâché. Mhm. Dans ce cas-là, dans ce cas concret où ma copine, bah, tout d'un coup, on était censé avoir un rendez-vous et elle n'apparaissait pas. Donc, Mhm. tu le prends pas bien, on est d'accord. Et là, c'est au lieu de le prendre contre elle, se dire, OK, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et aller plus loin. Et c'est surtout montrer que tu es là. Je suis là, je Mhm. suis là, je suis là. Vraiment, c'est ça le plus important. Malgré Et... tout ce qui t'arrive, je suis là. Mhm. Même si tu fais des choses qui sont pas bien, je suis quand même là. Par contre, aussi, des fois, dans certaines situations, il faut aussi leur faire comprendre qu'on doit se protéger à nous-mêmes. Donc, je suis là, mais avec un peu de assertiveness. Oui, non, Ouais. mais le fait que, en fait, l'objectif, c'est pas de sombrer avec la personne. Ouais, Et si jamais toi, dans ta santé, exactement, ça va pas arranger sa situation et vous allez vous, entre guillemets, vous effondrer toutes les deux, il n'y a exactement. pas d'intérêt. Et c'est hyper important, hein. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez. C'est qu'en tant que proche, il faut absolument se protéger, de savoir quelles sont ses limites, parce que l'objectif est pas de tomber avec la personne Exactement. qu'on aide. Et pas hésiter, tu parlais de thérapie, mais aussi de se faire aider. Et parfois, on a tous des moments, qu'on soit une personne bipolaire ou pas, où c'est sympa d'avoir une petite aide, d'aller voir un psychologue,
pour parler de ces choses-là, ça fait du bien. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez. C'est pas parce qu'on n'a pas une maladie psychologique qu'on n'a pas besoin d'aller voir un psychologue. Je Oui, donne souvent exactement. cet exemple. La plupart des entrepreneurs, des artistes et autres, alors ils vont parler de coach parfois, ils vont pas parler de psychologue, mais c'est des coachs qui sont psychologues et c'est des fois un petit peu la même chose. Et je pense c'est intéressant. Et je trouve que c'est très bien ce que tu as dit et ça résume assez bien les choses. Le fait de juste dire qu'on est là et on peut, en cas de besoin, aider. Oui, Et d'être présent, ça fait déjà tellement du bien. Et tu vois que ça fonctionne, Elena, tu fais des choses de bien parce que au moment où elle est un petit peu moins bien, où elle est entre guillemets en début de dépression, oui, elle n'attend pas que ça s'empire. Elle a déjà le réflexe de se dire, OK, je vais justement contacter un petit peu plus mes proches pour éviter de descendre plus bas. oui, exact. Et ça, c'est super dans sa stabilité. Après, dire aussi, si jamais il y a un moment dans lequel il faut aussi comprendre que dans certaines personnes, les amis sont là et les amis peuvent soutenir, les amis peuvent aider, mais jusqu'à un certain point. Mhm. Donc, si les choses vont au-delà de ça, il faut aussi, en tant qu'ami, enlever cette responsabilité Mhm. et conseiller de la thérapie ouvertement. La thérapie, c'est ce qui aide vraiment à Mhm. améliorer les choses. Les petits moments de tristoun, évidemment, on est là, mais c'est la thérapie ce qui va vraiment aider même à moyen, long terme. Mhm. Donc, je ne le dis pas que pour elle. Hein. Mhm. Toutes mes amies, quand je sens que ce qui leur arrive est déjà très fort, c'est oui, on est là, mais ça, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider à améliorer. Je peux t'aider à être ici avec toi, à te soutenir. Mhm. Mais les conseils d'amis, c'est bien. Autour de quelques bières, c'est très sympa, mais il faut aller un peu plus loin. Ouais, non, mais je pense que tu as raison de bien mettre des limites, dans le sens où tu es une amie, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas Exact. psychiatre, et chacun a son rôle. Nous, chez Obsège, on part vraiment du principe que on doit se créer son équipe Mhm. de soutien. Oui. Et dans son équipe de soutien, il y a un peu, comme tu le disais, plusieurs choses. Et souvent, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la psychothérapie, souvent un psychologue, un psychiatre généralement pour le suivi médical, euh, tout ce qui est proche, qui va être hyper important, Mhm. donc les amis, mais d'autres aussi, pour pouvoir un peu en parler. Et après, il y a d'autres choses comme l'hygiène de vie, ainsi que les groupes de parole. Les groupes de parole, c'est vraiment de parler à d'autres proches qui sont un peu dans la même situation. Alors là, je parle de proches, justement, je prends un lapsus, et Oui. ça peut être pour les personnes vivant avec une bipolarité, Mhm. qui vont parler avec d'autres personnes bipolaires, mais ça peut être aussi pour les proches. Il y a Oui. aussi des groupes qui existent, et je pense que toi, tu as déjà fait partie de ça ou pas spécialement? Non, pas vraiment. Ok. Mais en gros, le concept, c'est tout simplement de pouvoir un peu échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose en disant, bon, bah voilà, en gros, mon ami, il a un gros problème, il est en dépression, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Et des fois, le fait de parler à des personnes qui ont les mêmes problèmes que nous fait du bien. Mhm. On a d'ailleurs un groupe que je mettrai en description pour les proches des personnes bipolaires, qui est gratuit et qui est ouvert pour justement un peu échanger sur ces sujets-là. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a une association qui est très bien, qui s'appelle l'UNAFAM, Ah oui. qui travaille sur ces sujets-là. Là, je parle de la France. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter. Non, est-ce que tu avais peut-être d'autres choses qui te venaient à l'esprit? L'important pour moi, c'est de faire des activités pour penser à autre chose. Des fois, on a besoin aussi de déconnecter. C'est bien de faire l'introspection, se dire qu'est-ce qui m'arrive, mais c'est bien aussi de tout couper et dire, OK, on continue. Donc déjà, les accompagner à faire des activités saines. Parce que les activités basiques, faire la fête, c'est bien, mais tu peux faire avec tout le monde. C'est plus de se dire, OK, on va se faire un trekking, on va se faire un projet, on va se faire quelque chose, je t'accompagne. Ma copine, en ce moment, elle a des enfants. C'est beaucoup plus compliqué. Moi, je n'en ai pas. Donc, du coup, ça fait vraiment une grosse différence. Mhm. OK, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Je t'accompagne au parc. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends aussi. Je garde tes enfants pendant que tu te fais des ongles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup. Donc, c'est vraiment l'accompagner dans son jour et profiter de ça, profiter du calme et surtout faire des activités qui rapportent quelque chose direct. Et les accompagner là-dedans, moi, je trouve que ça, c'est essentiel, mais c'est essentiel pour la vie en général. Et c'est hyper important. Et c'est vrai que je pense que tu fais bien de le souligner parce que, en fait, dans son équipe, chacun a un peu son rôle et tu restes une amie. Tu Oui, restes quand même là pour prendre du plaisir et faire des activités. Tu n'es oui, pas là pour prendre le flambeau et s'occuper de la santé de ton ami.
t'es quand même là pour aussi faire des choses et t'amuser. Oui, Et je pense qu'il évidemment. faut... Non, mais c'est important de le dire dans le sens qu'il ne faut pas se mettre trop de poids sur ses épaules. À un moment, tu disais au début, ah, mais peut-être que j'ai mal réagi quand elle m'a demandé qu'elle s'était retrouvée à l'hôpital. Mais en fait, c'est pas de ta faute. Ça, je pense que c'est important aussi de le prendre en compte. C'est que, en tant que proche, vous n'êtes pas responsable de la situation. Vous êtes, entre guillemets, un pilier. Vous faites partie de l'équipe, mais vous êtes, entre guillemets, une pièce de l'échiquier. Et c'est pas à cause de vous que, entre guillemets, la personne tombe. Je pense que c'est important parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a une certaine culpabilité, alors que c'est la maladie qui parle. Quand quelqu'un fait une dépression, une phase maniaque, des fois, on n'y peut rien. C'est la maladie qui parle. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Oui, c'est sûr qu'il y a, j'en ai peut-être pas parlé, mais il y a eu vraiment un ressentiment de culpabilité chez moi, et pas que chez moi, aussi chez les personnes de l'entourage, parce qu'on n'y croyait pas trop. Mhm. Donc, il y avait beaucoup de petites crises, donc on était là, bon, encore. J'ai appris la leçon. Heureusement, à temps, parce que c'est bien sorti. Et elle a plus refait. Elle en a fait que 2 fois, des crises, mais elle en a plus refait depuis très, très longtemps. Donc pour nous, c'est ça, c'est l'important. Mais on a pris la leçon d'être là. Si jamais il se passe quoi que ce soit. Et aussi d'être là, mais sans culpabiliser non plus. Enfin, c'est un beau terme, être là. Je pense que s'il y Oui. avait peut-être 3 mots, même pas 2 mots en fait, Ouais. à répondre. Et c'est tellement important, il ne faut pas le sous-estimer. Alors, j'ai une question que je pose toujours, que j'aime beaucoup, qui sort un tout petit peu de ce sujet. Okay. C'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour changer la santé mentale? Tu peux parler de l'Espagne ou de la France, c'est vraiment un peu comme tu veux. Si tu avais un truc que tu trouves justement un peu bizarre et que tu aimerais changer. Mettre le monde un peu en pause. C'est-à-dire? Slow down. Que les choses, des fois, elles vont trop vite. C'est là où on n'a pas vraiment le temps de réfléchir et se poser et avancer. Le monde va trop vite par rapport à la réalité. Ouais, de changer un peu le rythme des fois, de dire aux gens, bon, le boulot, la vie, machin, calmez-vous, prenez votre temps, oui. Et c'est votre santé, c'est un peu ça. Oui, exactement. Et surtout, pas se comparer aux autres. Et ben, merci beaucoup, Elena, c'était vraiment un plaisir d'être là avec toi, surtout dans un cadre assez sympa. Je te remercie, et puis en tout cas, je vous remercie à vous de nous avoir écoutés, en vous souhaitant une très belle journée, et à bientôt. À bientôt. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.